Bonjour, bienvenue à tous. Que l'on soit un État, une région, une ville ou une entreprise, bâtir une politique climat responsable et efficace est absolument vital. Alors sur le terrain, au quotidien, comment procéder? Quelles solutions, mais également quels obstacles pour mettre en œuvre ces politiques climat? Eh bien, pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs invités. Brice Lalonde, bonjour. Bonjour. Brice Lalonde, vous êtes conseiller spécial UN Global, c'est-à-dire pour le Pacte mondial des Nations Unies. Fabrice Bonifay, bonjour. Fabrice, vous êtes directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement au groupe Bouygues. Et puis Yves Contasso, bonjour Yves, bonjour. Vous êtes président de l'Agence parisienne du climat. Et puis nous aurons le plaisir dans un instant d'accueillir Éric Molinier de Dalca qui va nous rejoindre très prochainement. Alors, une politique climat, finalement, Brice Lalonde, est-ce qu'on a vraiment le choix d'en faire une ou de ne pas en faire une? Non, bien sûr que non. Ça s'impose absolument à toutes les organisations, à commencer par les États, l'Union européenne. Et je pense que aujourd'hui, l'aspect adaptation devient quasiment aussi important que l'aspect mitigation. Donc, je crois que pour toutes les politiques, on commence par faire un état des lieux. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, en regardant notamment les différents éléments qui concourent à créer le changement climatique. Et puis, on se donne ensuite un objectif, un but. Et ce qui est très important dans ces politiques, c'est le long terme. Il ne faut pas que la politique climatique soit sujette à de brusques variations qui seraient liées, par exemple, à des changements électoraux ou à des difficultés de ce genre-là. Par exemple, le tarif de rachat de l'électricité solaire, par exemple, si ça change toutes les 5 minutes, vous allez mettre tout de suite dans le bouillon une quarantaine d'entreprises qui auront bâti leur modèle sur le prix numéro 1 et pas sur le prix numéro 2, etc. Donc la ténacité et la longue durée, ça c'est très important. Fabrice Bonifay, le changement climatique pour le groupe Bouygues, finalement, est-ce qu'on le ressent déjà? Est-ce qu'il se manifeste déjà très concrètement? Ça dépend de la maturité de nos clients. C'est-à-dire qu'une entreprise commerciale répond à des attentes exprimées des clients. Quand les clients, on voit bien poindre aujourd'hui dans leurs attentes exprimées la nécessité de construire plus bas carbone. Et donc de prendre en compte dans nos produits et nos solutions cette composante bas carbone par rapport à des produits plus traditionnels. Donc oui, dans certains cas, on a des clients qui exigent qu'on leur propose des solutions bas carbone. Donc bas carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par rapport à des solutions traditionnelles, qu'on intègre dans le cycle de vie du produit une variante ou une solution de base qui, comparée aux solutions du passé, on pourra démontrer qu'on est moins 10, moins 20, moins 30, voire zéro carbone. Ça dépend aussi de tout un tas de configurations territoriales, du type de bâtiment. Mais aujourd'hui, on a mis au point un catalogue d'éco-produits qui répondent à ces exigences émergentes du bas carbone dans l'industrie du bâtiment. Yves Contasso, donc, vous êtes président de l'Agence parisienne du climat. Est-ce que vous avez l'impression que le changement climatique se manifeste déjà sur le périmètre que vous couvrez? Et comment? Oui, bien sûr, tout le monde bouge. Brice Lalonde l'a dit, il y a les États, il y a les collectivités locales et les entreprises aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde y a intérêt. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, 70% des investissements sont liés à la commande publique. Et donc, quand des entreprises répondent à des marchés, si elles ne prennent pas en considération le fait que de plus en plus dans les appels d'offres, il y a des clauses sociales mais environnementales, elles perdent des parts de marché. Et donc, pour elles, c'est un enjeu majeur, tout à fait essentiel. Et on le voit bien à Paris, on peut donner des exemples, quand on commande des bennes à ordures qui roulent au gaz ou à l'électricité, quand on fait des appels d'offres sur les marchés de fourniture, dans tous les domaines, on met de plus en plus d'exigences environnementales. Et donc les entreprises, elles s'adaptent ou hélas, elles risquent de disparaître. Alors, c'est vrai qu'il faut pour ça avoir des projets de moyen et long terme. Moi, je suis très content de voir que le plan climat parisien il a été voté à l'unanimité, ce qui veut dire qu'il y a peu de probabilité qu'il soit remis en cause s'il y avait une alternance. C'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à produire des plans de moyen et long terme.
Merci, merci. Alors effectivement, on le voit, que l'on soit une entreprise, une ville, une région, un État, nous n'avons aujourd'hui plus le choix. Il faut mettre en œuvre des politiques climat. Alors on peut imaginer que ce n'est pas simple quand on démarre. Par quoi commencer? Quels sont les premiers pas? Quels sont les déclencheurs? Finalement, Fabrice Bonifay, comment on démarre quand on n'a encore rien fait? Alors, pour nous, c'était il y a 10 ans. On a mis en place notre stratégie énergie-climat. On a commencé par apprendre à compter le carbone. On s'est fait aider, bien sûr. Où sont les sources d'émissions les plus importantes aux différents stades du cycle de vie de nos produits? Puis une fois qu'on a compris où étaient les émissions les plus importantes, rentrer dans des stratégies de réduction avant tout. Donc en conception, pour nous, c'est pas compliqué. On sait que les bâtiments sont massivement construits en Europe avec du béton, qui sont du ciment, de l'acier. Il y a des modèles constructifs aujourd'hui qui sont moins émissifs avec des nouvelles catégories de matériaux, le bois, mais il n'y a pas que le bois. Puis après, il y a l'énergie consommée en exploitation. Donc là, c'est tous les systèmes de régulation actifs pour ne consommer. On dit souvent que le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc le bâtiment, aujourd'hui, il est truffé de capteurs pour ne consommer que ce qui est utile d'être consommé au moment où on en a besoin, dans ce qu'on appelle la régulation des fonctions de confort. Puis maintenant, on va encore un pont plus loin, qui est comment on va aider nos clients à intégrer des fonctions qui n'étaient pas inhérentes directement aux infrastructures, mais qu'on va pouvoir maintenant prendre en compte, par exemple, au transport. Bon, un bâtiment, l'essentiel du bilan carbone d'un bâtiment aujourd'hui, c'est les déplacements des gens qui viennent et qui vont à partir de ce bâtiment. Eh bien, intégrer dans le bâtiment des solutions de transport doux, intégrer bâti, et même le bâtiment en tant qui produit sa propre énergie, ce qu'on appelle les bâtiments à énergie positive. Ça apparaissait comme de la science-fiction il y a quelques années, et ce sera la loi à partir de 2020. Tous les bâtiments seront BEPOS, et Bouygues a déjà vendu à ses clients ce type de bâtiment parce que c'est important pour eux de construire dès aujourd'hui des bâtiments qui ne seront pas obsolètes dès 2020 lorsque ça sera la norme, ce sera la loi partout en France. Merci Fabrice. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Molinier. Bonjour, Éric. Vous êtes secrétaire général en charge notamment du développement durable chez Dalkia au groupe EDF. Alors justement, le changement climatique, Éric Molinier, a-t-il déjà des effets sur l'entreprise? Et puis, comment faire les premiers pas finalement? Comment mettre en œuvre, démarrer une politique climat? Alors pour nous, c'est au quotidien que nous vivons l'action en faveur du climat et notre politique climatique, parce qu'en fait, très concrètement, nous faisons des réseaux de chaleur pour des espaces urbains, des utilités industrielles, des usines dont nous assurons les flux de chauffage, de froid, d'air comprimé, et également des services énergétiques aux bâtiments. On gère le chauffage de 2000 hôpitaux. Voilà, donc très concrètement, en matière de sources énergétiques, nous avons aujourd'hui un mix énergétique qui, il y a 40 ans, dépendait du charbon, du fioul. Après l'évolution, ça a été au gaz. Et maintenant, nous avons une part croissante dans les énergies renouvelables. Biomasse, biogaz et aussi géothermie, sans parler des énergies de récupération, des déchets, l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, ce mix énergétique renouvelable de récupération, c'est près de 25% de nos sources d'approvisionnement énergétique. Donc très concrètement, ça veut dire que pour Dalkia, oui, la lutte en faveur du changement climatique, contre le changement climatique, est à l'œuvre aujourd'hui, à la fois en matière de sources énergétiques et également d'efficacité énergétique, puisque nous vendons à nos clients des contrats de performance énergétique où nous les aidons à piloter leur consommation d'énergie. Merci Éric Molinier. Alors Yves Contasso, donc à l'Agence parisienne du climat, finalement, quels conseils on donne pour mettre en œuvre, pour faire les premiers pas, qui sont toujours les plus difficiles, de ces fameuses politiques climat? Alors pour l'instant, l'Agence parisienne du climat, elle a eu comme mission essentielle confiée par la ville de Paris de travailler sur les copropriétés. Or on le sait, les copropriétés, c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué à faire bouger. Parce que la réglementation est d'une complexité absolue. Il y a des droits de veto de fait de chaque copropriétaire. Et puis, il y a une espèce d'inquiétude extrêmement forte quand il s'agit de dire on va investir, et on va investir avec, hélas, je dirais, pour un certain nombre d'investissements, un retour dont la durée est quelquefois de plusieurs dizaines d'années. Et donc, notre travail, c'est d'accompagner les copropriétés dès le départ, dès qu'il commence à y avoir une réflexion
sur la rénovation thermique d'un bâtiment, aider lors des assemblées générales, aider lors des appels d'offres pour avoir des diagnostics, avoir des projets de rénovation et tout au long du processus, accompagner les copropriétés. Valider éventuellement le diagnostic. On a des spécialistes qui sont capables de dire là on vous emmène trop loin, c'est pas nécessaire, ou au contraire là vous êtes passé à côté de quelque chose. C'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a aussi un business de la rénovation et donc il ne faut pas tomber dans ce travers. Et en même temps, on le sait bien, on est encore au démarrage, les études sont quelquefois de qualité extrêmement inégale, donc on a tout ce travail d'accompagnement à faire. On a déjà plus de 600 copropriétés sur Paris que nous accompagnons. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Coach CoPro sur laquelle toutes les copropriétés peuvent se connecter et avoir des supports, etc. Et donc, on va passer maintenant au tertiaire. Autre sujet, mais il ne faut pas oublier qu'à Paris, le tertiaire, c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre que le résidentiel. Donc ça, c'est aussi un enjeu tout à fait essentiel, même si le processus de décision n'est pas le même, il est au moins aussi important. Brice Lalonde, vous regardez avec une attention particulière les entreprises qui sont membres du Global Compact des Nations Unies, le pacte mondial des Nations Unies. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez observer? Comment démarrent-elles ces fameuses politiques climat? Quels sont les premiers pas? La plupart des entreprises ont commencé par mesurer ce qu'on appelle leur empreinte carbone, c'est-à-dire combien elles émettent. Elles choisissent le périmètre. Alors, il y a d'abord le périmètre des activités de l'entreprise elle-même. Il y a le trajet que le personnel doit effectuer pour venir travailler. Il y a ensuite, on avance comme ça, hein. Il y a les fournisseurs. Et donc, on demande ensuite aux fournisseurs de faire les mêmes efforts, etc. Et puis, on change quelquefois le business model. C'est-à-dire qu'on va vendre des produits ou des services qui sont beaucoup plus économes en carbone. Et en ce moment, il y a un phénomène tout à fait intéressant qui est en train de se produire, c'est que des grandes entreprises sont en train de vouloir persuader les gouvernements d'aller plus vite. Elles sont en train de dire, bon écoutez, nous on a déjà commencé à faire des tas de choses, et on pourrait faire 100 fois plus si par exemple vous mettiez un prix au carbone. Alors le prix au carbone, c'est une question extrêmement importante pour les entreprises parce qu'évidemment, autrement, leur compétitivité face à un concurrent qui va se mettre au charbon, qui est le plus polluant, le moins cher et le plus abondant, et du coup, elles ne sont pas incitées à se mettre aux énergies renouvelables, etc. Donc, cette question devient absolument essentielle et les entreprises du Global Compact ne cessent de la marteler en disant « il nous faut ça ». Alors, on a déjà 40 États à la suite d'une initiative de la présidence française qui a bien entendu le message. 40 États s'engagent à mettre un prix au carbone. Et ça commence doucement, quoi, voilà. Mais les entreprises donc, sont très, très actives. Et c'est tout à fait passionnant de voir les progrès qui se réalisent beaucoup plus vite qu'on ne le croit. On parle évidemment beaucoup des grandes entreprises, les PME aussi, puisque le Global Compact a un club, PME Climat. Les PME sont-elles aussi en train de faire leurs premiers pas et certaines sont d'ailleurs beaucoup plus avancées, mais pour celles qui démarrent. Mais en effet, le pacte mondial français a créé une initiative qui a d'ailleurs beaucoup intéressé les autres groupes du Global Compact, qui est le club PME Climat. C'est-à-dire que beaucoup de petites et moyennes entreprises sont en train aussi de se poser des questions, sont en train de découvrir que la lutte contre le changement climatique, ce sont aussi des économies que l'on fait et donc on gagne de l'argent en quelque sorte. Et beaucoup de PME, même, c'est tout à fait remarquable, ont été conduites à choisir parmi différents procédés le procédé le plus économe en carbone. Donc c'est tout à fait entraînant, quelque chose, tout à fait passionnant de voir que les PME sont aussi très actives. Alors, on vient de le voir, démarrer une politique climat est extrêmement audacieux, pionnier, puisqu'on ne sait pas, il n'y a pas de précédent. Une fois qu'on a démarré, fait les premiers pas, et bien finalement, comment déployer cette politique climat, comment l'intégrer dans la stratégie? Alors ça, c'est une autre aventure. Fabrice Bonifay, justement, vous rappeliez que le groupe Bouygues a démarré il y a au moins déjà 10 ans sur ces thématiques. Comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Alors, le mode d'emploi, il ne peut pas y avoir de politique climat s'il n'y a pas de rentabilité des nouveaux produits qu'on propose à nos clients. Le développement durable, ça doit être synonyme de profitabilité pour l'entreprise. Sinon, ce n'est pas durable par définition. Donc, les nouveaux produits qu'on propose à nos clients, il faut les marketer. Il faut pouvoir expliquer à nos clients quels sont les avantages qu'ils vont avoir à acheter ces produits bas carbone par rapport aux anciens produits. Et là, il y a une notion nouvelle qui apparaît, c'est la notion du coût global.
Le coût global, c'est dire, voilà, arrêtons de raisonner en coût instantané, c'est-à-dire à un moment donné, on fait un investissement, mais hélas, trois fois hélas, on ne prend pas suffisamment en compte les coûts d'exploitation. Dès lors qu'on est sur une approche globale, il est clair qu'il faut accepter de dépenser un peu plus à l'acquisition. Je vous donne un exemple, un bâtiment à énergie positive ou un bâtiment ultra passif va coûter un peu plus cher au moment de la conception, de la réalisation, parce qu'un bâtiment qui est grassouillet, c'est-à-dire quoi un bâtiment grassouillet? C'est un bâtiment qui est très bien isolé, eh bien c'est plus de matériaux, c'est plus d'énergie grise à sa conception. Par contre, toute l'énergie qu'il ne consommera pas en phase d'exploitation, on le gagne à la conception. Donc il faut faire comprendre aux clients que le surinvestissement de quelques pourcents à un moment donné, il va le gagner bien largement en phase d'exploitation. Ça, ce n'est pas quelque chose de naturel dans la tête de beaucoup de nos clients. Il faut le marketer. Alors, certains qui sont matures là-dessus, et la ville de Paris l'est, c'est bien, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et on ne travaille pas qu'en France. Donc, il y a aussi des niveaux de maturité qui sont très hétérogènes sur ces sujets. Et il y a une deuxième notion aussi qui est très importante, c'est que les bâtiments vont devenir de plus en plus autoproducteurs d'une partie des ressources qu'ils utilisent aujourd'hui produites par l'extérieur. Et ça crée tout un tas de nouvelles problématiques juridiques. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où on va rentrer, non pas en compétition avec les énergéticiens, mais en complément des énergéticiens, parce que les bâtiments vont autoproduire ces ressources-là, ça bouleverse en fait le modèle économique. Et ça, les acteurs ne comprennent pas toujours. Ces notions de smart grid, de microgrid, tout ça, c'est pas des gros mots, ça existe déjà. Il y a des pays qui fonctionnent déjà comme ça. Donc, il faut marketer ces nouveaux produits, expliquer à nos clients comment ça fonctionne, quel est le modèle économique. Donc c'est un nouvel apprentissage, des nouveaux arguments de vente que nous n'utilisions pas avant, ce qu'on appelle le coût carbone complet. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait passionnantes, mais ça demande du temps, car souvent, les clients sont aussi conservateurs que les entreprises. Et oui, il y a un véritable effort de pédagogie et puis de savoir rendre ces sujets finalement attirants, attractifs. Oui. Les gens ne changeront, tout le monde est pour le progrès mais contre le changement. Et on arrivera à vendre ces nouveaux produits si non seulement c'est mieux d'un point de vue environnemental et notamment la composante carbone, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, il faut pouvoir aussi démontrer que ces bâtiments verts, ces bâtiments green, ces bâtiments à haute qualité environnementale sont aussi des bâtiments à haute qualité d'usage. Parce que ce qui est important, c'est comment les gens vont vivre. Souvent, l'image qu'on a donnée des premiers bâtiments environnementaux, ces bâtiments qui étaient austères, où il faisait froid à l'intérieur, ça, c'était pas très sexy. Non, on doit pouvoir démontrer, et on le fait nous aujourd'hui, qu'on peut concilier la performance environnementale et une performance d'usage. C'est tout à fait possible, on sait le faire. Les grandes entreprises savent le faire. Et on se fait beaucoup aider avec des PME. Et c'est vrai que les PME sont très dynamiques dans ce domaine-là, parce que c'est l'occasion pour elles de se différencier. Aujourd'hui, le développement durable est un vecteur de différenciation entre les entreprises. Monsieur Contasso l'a dit tout à l'heure, c'est une façon de faire du business autrement, de faire du business d'une façon plus responsable. Éric Molinier, comment vous réagissez quand vous écoutez Fabrice Bonifay? Est-ce que ça vous parle, justement, cette description de cette façon de déployer finalement la stratégie de la politique climat dans l'entreprise? Oui, c'est pas étonnant, mais ce que dit Fabrice me parle effectivement. Déjà en insistant sur le côté rentabilité. Un développement économique ne peut exister que s'il est durable et inversement. Donc il faut que cet équilibre entre le coût économique et le retour sur investissement existe. Alors Fabrice a parlé de l'immobilier neuf. Il ne faut pas oublier de tout ce qui est immobilier existant, le stock, que le neuf, c'est X%, moins 1% par an de nouveautés en France. Il y a tout un stock de bâtiments très énergivores et pour cela, il faut aussi faire des choses. C'est là que nous pouvons aussi intervenir par le système de réseau de chaleur performant, des contrats de performance énergétique, pilotage à distance avec des espèces de tableaux de commande qu'on centralise par région et à qui on donne accès à nos clients pour contrôler leur consommation. Et puis, en termes de modèle économique, c'est vrai que ça nous est imposé par nos clients. Nos clients, c'est qui ? C'est essentiellement des collectivités territoriales qui lancent des appels d'offres pour des réseaux de chauffage. Aujourd'hui, la demande de ces clients, à laquelle nous devons nous conformer, c'est d'intégrer la dimension développement durable, climat et RSE. Donc, il y a une partie importante de la note pour obtenir un marché qui tient au respect et au progrès que nous permettrons de faire à ces clients. Et très concrètement, ça veut dire qu'on a intégré dans notre stratégie le développement durable, la politique climat, ce n'est pas un gadget de com en plus de la stratégie. C'est pleinement intégré
Et dans nos engagements de développement durable, 2 d'entre eux, les 2 premiers, notre Dalkia Way, concernent l'efficacité énergétique, avec des objectifs chiffrés. Tous les ans, on peut mesurer combien de carbone on évite d'émettre à nos clients. Plus de 2,4 millions de carbone tous les ans de CO2 sont évités grâce à nos travaux d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Et puis aussi notre mix énergétique qui est de plus en plus renouvelable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors effectivement, déployer des politiques climat, que ça soit dans les États, dans les entreprises, dans les villes ou dans les régions, on le voit, c'est extrêmement complexe. Alors sans doute des démarches collégiales sont importantes. Et ma question s'adresse à vous, Fabrice, et à vous, Éric. Une démarche telle que celle du C3D, donc le Collège des directeurs du développement durable, vous semble-t-elle importante pour avancer ensemble, de façon collective, vers des objectifs qui dépassent finalement l'intérêt purement individuel? Monsieur le vice-président, vas-y. Fabrice. Bon, écoutez, je pense que tout le monde sera d'accord, surtout dans cette enceinte à côté de l'ONU, là où se passent toutes les négociations, c'est qu'il n'y a pas vraiment véritablement de plan B. Hein. Toutes les entreprises aujourd'hui qui ignoreraient ces phénomènes seraient juste inconscientes. Donc on doit maintenant prendre en compte, c'est pas du tout une contrainte, c'est une opportunité de faire du business de façon plus responsable. On a probablement trop attendu pour prendre conscience qu'il fallait faire ce travail d'une façon différente. Mais moi, je pense que les entreprises du réseau C3D, qui est le collège des directeurs de compte durable, sont des entreprises qui sont sincèrement engagées dans cette transition. Et transition, c'est, on le dit souvent, c'est changer la roue en roulant. On ne peut pas changer le business model des entreprises comme ça en claquant des doigts. C'est pas aussi facile que ça. Il y a eu des investissements par le passé qui aujourd'hui continuent d'être amortis. Il faut proposer à nos clients des nouveaux produits en continuant de vendre les anciens, parce que c'est souvent les anciens qui financent les nouveaux. Donc ça se fera d'une façon naturelle. Il faut juste qu'on accélère le mouvement, parce qu'on n'a plus qu'une génération pour modifier complètement le mix énergétique de l'humanité. Et c'est l'intérêt des entreprises, et les entreprises du réseau C3D sont sincères dans leur démarche, de décarboner le plus vite possible leur portefeuille produit, parce que c'est une question de pérennité même des entreprises. Justement, où est-ce qu'on trouve finalement ces solutions des entreprises? Il y a le fameux book climat du C3D, on peut y retrouver une soixantaine de solutions des entreprises. On a édité récemment les solutions des entreprises du réseau C3D sur un book qui est téléchargeable sur Internet, sur le site Internet du C3D. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est un bon exemple qui arrive à démontrer en tout cas que les entreprises aujourd'hui ont des solutions qui sont climato-compatibles et qui sont en même temps économiquement viables. Encore une fois, on n'est pas dans le greenwashing, on n'est pas dans les effets d'annonce, on est dans des solutions commerciales bas carbone. Éric Molinier. Oui, enfin, le C3D est une formidable caisse de résonance, comme l'a dit Brice Lalonde tout à l'heure. Il y a une richesse d'inventivité, d'action, de choses modélisables qui sont à l'œuvre dans les mondes de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, très concrètement, des échanges au sein de ce club? Eh bien, des pratiques qu'on peut dupliquer de telle ou telle entreprise qu'on peut appliquer à Dalkia, par exemple, ou inversement. Et puis, de voir avec plaisir que le C3D est une organisation qui est maintenant consultée par les gouvernants, par les organisations internationales, pour, comme un petit peu, le représentant du monde du développement durable des entreprises en France. PME et grandes entreprises. Hein. Oui. Je vous donne un exemple, parce que c'est intéressant d'avoir à ce stade un exemple. Les entreprises du C3D travaillent avec d'autres organismes sur ce qu'on appelle le concept de l'offre intégrée. L'offre intégrée pour la ville durable. Donc beaucoup de communes revendiquent la mise en place d'écoquartiers, de reconstruction de la ville sur la ville, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais quand on regarde les pratiques réellement mises en place en France, en tout cas, on est quand même assez loin encore de ce qu'on peut constater dans les pays nord-européens. Alors l'offre intégrée, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, les entreprises, avec leurs clients, fonctionnaient en mode séquentiel. C'est-à-dire les maires des grandes villes lançaient des appels d'offres pour des fonctions de la fonction urbaine, l'éclairage public, l'assainissement, en mode séquentiel, c'est-à-dire qu'on met en compétition les entreprises dans leur spécialité. Et on choisit le moins 10 ans systématiquement. Et on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. L'expérience montre que les villes les plus durables ne font plus comme ça aujourd'hui. C'est les données de sortie de certaines entreprises qui deviennent les données d'entrée des autres entreprises pour éradiquer, ne serait-ce que ce qu'on appelle maintenant le déchet ultime, pour éviter tous les gaspillages. Et bien ça, c'est une nouvelle façon de passer des marchés. Ça implique et ça induit que les entreprises non plus
cohabitent, soit les unes à côté des autres, mais s'intègrent et intègrent leur modèle économique, intègrent leurs solutions. Et ça nous oblige à discuter pour retourner devant le client avec des solutions intégrées. Et bien ça, au niveau du C3D, on discute de ces sujets et on collabore pour revenir devant nos clients avec des solutions qui sont économiquement moins chères pour le client et mieux pour la planète. Merci Fabrice. Merci Eric. Yves Contasso, à l'Agence parisienne du climat, finalement, qu'est-ce que vous constatez, quand on déploie une politique climat, quand on veut l'intégrer à la stratégie au quotidien, comment fait-on tout simplement? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi efficace? Alors, il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a un certain nombre d'obstacles. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je pense qu'on en oublie un quand même majeur. C'est le rôle du système bancaire et du système financier. Aujourd'hui, une entreprise ou une copropriété qui veut investir se heurte à une difficulté majeure. C'est que le système de financement ne tient absolument pas compte du caractère, alors on peut l'appeler durable ou pas, de l'investissement. C'est la rentabilité de court terme qui est le seul critère. Et donc, on le sait très bien, la rentabilité n'est pas la même lorsqu'il s'agit de faire quelque chose d'habituel, au contraire de faire quelque chose d'extrêmement innovant. Et comme il n'y a pas ce type de critères, les entreprises, les PME notamment, et celles qui démarrent, ou les copropriétés, se retrouvent avec un blocage en termes de financement. Et les banques elles-mêmes ne peuvent pas se refinancer à des taux différenciés selon la nature de leur crédit. Et donc là, on a un vrai nœud à trancher, et tant que, alors c'est au niveau européen évidemment, mais tant que la Banque Centrale Européenne aura ce type de pratique, on aura un blocage sur les financements de la transition. Et nous, notre rôle, c'est justement d'aider à trouver du tiers financement pour les copropriétés. Pas la même chose pour les entreprises, c'est pas dans notre responsabilité, mais si on ne lève pas ce verrou-là, ne rêvons pas. Nous aurons encore des années et des années avant de massifier ce changement. Brice Lalonde, vous êtes d'accord? Je vous voyais réfléchir ou opiner du chef sur la question des financements. On le sait, l'obstacle traditionnellement, que l'on soit une organisation, quelle qu'elle soit, évidemment, le financement est toujours un point délicat. Oui, d'un côté, on sort d'une crise financière et on a demandé aux banques de faire attention et de mettre de côté pas mal de réserves. Donc, elles ont plus de difficultés à financer le long terme. Et de l'autre côté, les États n'ont pas lésiné sur la création monétaire en même temps. Donc, si vous voulez, on est dans une situation un peu paradoxale. Mais quand même, il y a un grand mouvement dans le monde de la finance en faveur de l'investissement responsable et durable, notamment la finance de long terme, c'est-à-dire tous ceux qui voudraient plutôt de la sécurité et de la non-volatilité que des retours immédiats. Ce sont les fonds de pension, etc. On n'a pas de fonds de pension en France, donc ça c'est une question secondaire et politique, mais en revanche, par exemple une banque comme le Crédit Agricole français vient de travailler avec des fonds de pension suédois, de lever 600 milliards de dollars pour des investissements responsables. Donc il y a un mouvement, quoi. Alors c'est peut-être insuffisant, mais il y a un mouvement quand même dans le monde de la finance qui est quand même annonciateur de lendemain qui chante. De la manière générale, la plupart des responsables, ou de plus en plus de responsables maintenant, voient l'arrivée de la question du changement climatique et de la lutte contre le changement climatique comme une opportunité qui ressemblerait à l'arrivée de l'automobile ou des ordinateurs. Ils voient ça comme une nouvelle ère qui, alors évidemment, c'est leur langage à eux, va générer un énorme marché. Bon, maintenant, est-ce que c'est comme ça ou pas? De toute manière, ce qui est très important, c'est que ceci ne peut pas fonctionner sans l'appui de la population, des consommateurs comme on voudra, des collectivités locales et des politiques. Il nous faut tout ça. Moi, ce qui m'a le plus frappé et intéressé, c'est une phrase d'un responsable d'entreprise qui a dit « Nous, entreprises, nous sommes là pour rassurer les politiques, pour leur montrer que c'est possible. » Effectivement, cette question du financement est absolument essentielle. C'est l'un des obstacles majeurs. Fabrice Bonifay et puis ensuite Éric Molinier. Fabrice, sur cette question des financements, est-ce que vous avez l'impression que la situation évolue et que ça va constituer de moins en moins souvent un obstacle pour mettre en œuvre ces politiques climat? C'est clair que si nos clients arrivent à se financer plus facilement sur ces sujets-là, ils seront plus en mesure de nous acheter nos produits. Mais j'insiste quand même sur un sujet essentiel. Il est possible de faire du bas carbone aujourd'hui, en France et même à l'international, moins cher que les produits traditionnels. Donc, quand on parle de financement, pour le neuf,
ça pose pas de problème. Là où je rejoins complètement M. Contasso, c'est sur l'ancien, c'est sur la rénovation. Là, ça pose beaucoup plus de difficultés. Alors, c'est moins le marché des grandes entreprises, en tout cas nous aujourd'hui, mais ça va le devenir. Parce que le potentiel aujourd'hui de rénovation, il est énorme. C'est 191 millions de logements en Europe à rénover, qui ont été construits après-guerre sans aucune réglementation thermique, qui sont donc des épaves thermiques, qui sont donc pas compatibles avec l'objectif de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et comment on va financer tout ça? Donc, il y a des mécanismes aujourd'hui qui existent. Ces mécanismes, il faut les expliquer aussi aux clients. Il faut les démocratiser. Et le vrai enjeu, c'est vraiment la rénovation, parce que pour le neuf, les produits bas carbone aujourd'hui, ils sont finançables. Pour la rénovation, c'est moins vrai. Éric Molinier, sur cette question des financements et de la difficulté? Alors, je suis très partagé. D'un côté, je sens qu'il y a des choses qui bougent. Il y a maintenant, et on a beaucoup travaillé, vous demandez ce que faisait le C3D, pour la création d'un label investissement socialement responsable, qui a été endossé par le gouvernement français, et qui permettra à des investisseurs d'investir dans des sociétés qui ont des politiques climat, qui ont des investissements RSE, développement durable. Donc l'aspect financement d'entreprise, je dirais par ce label, quand il va se développer, donnera un signal fort. Et déjà en France, par rapport aux pays anglo-saxons, la France est reconnue comme le pays phare en matière de fonds ISR. Donc il y a un savoir-faire français en la matière qu'il faut développer et amplifier et étendre à l'Europe. Par contre, là où je rejoins M. Contasso, c'est qu'en matière de financement bancaire, pour les particuliers, il n'y a pas eu ce basculement encore vers des investissements, je dirais, ou des prêts socialement ou économiquement responsables. Et là, il y a un travail à faire important. Et de toute façon, il faut bien voir que les banques s'y retrouveront. Parce que si elles aident à développer un marché par le particulier, ça créera de la valeur pour les entreprises qui vont être sur ces marchés-là. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est un investissement peut-être au départ, mais qui rapportera à long terme. Yves Contasso, quels sont les autres obstacles dont vous avez conscience sur ces politiques climat et leur mise en œuvre? Alors, quand on a fait le plan climat parisien, c'est un peu vieux maintenant, en 2007, on a interrogé des milliers de Parisiens. Et la première chose qu'ils nous ont dit, mais tous, c'était on ne bougera que s'il y a une exemplarité du haut de la pyramide, si j'ose dire, au sens large. Et c'est pareil dans les entreprises. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'exemplarité, personne n'y croit. Ça apparaît comme simplement une chasse à l'économie financière. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait de la vertu dans les comportements individuels et collectifs si on veut que ça marche. Moi, je l'ai vu un peu partout. Des exemples concrets de vertu au quotidien sur le terrain. La vertu, ça veut dire que des élus, ils ne prennent pas des voitures de fonction, ils prennent des transports en commun. Ça veut dire qu'on arrête de renouveler les ordinateurs tous les 2 ans, parce que c'est, enfin 3 ans, parce que c'est l'amortissement comptable. On dit non, tant qu'ils fonctionnent, on continue à les faire fonctionner. Ça veut dire qu'on passe de voitures extrêmement grosses et consommatrices à des plus petites voitures, y compris quand c'est nécessaire pour des questions de sécurité ou autre. C'est des tas d'exemples comme ça. Je peux vous le dire, au niveau du Conseil de Paris, il y a encore 10 ans, on avait 1 mètre de documents à chaque réunion. Aujourd'hui, on a un ordinateur. Et donc, on a économisé des dizaines de tonnes de papier. Et donc, il y a plein de choses à faire comme ça, mais c'est compliqué. Et il faut que ça soit la tête qui porte ça. Et si ça n'est pas décidé au plus haut niveau, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être simplement un directeur développement durable. Ça ne peut pas être simplement un copropriétaire. Il faut qu'à chaque fois, il y ait cette dynamique collective extrêmement forte. Brice. C'était simplement pour rajouter que cette histoire d'exemple, c'est aussi vrai dans la négociation internationale entre États. Dès lors que des États que l'on considère comme des modèles se lancent et démontrent que c'est parfaitement possible, alors tout le monde va suivre. Brice Lalonde, justement, gardez le micro. Quelles sont les autres difficultés que vous pouvez constater pour mettre en œuvre une politique climat efficace? Eh bien, on a beaucoup parlé de la France ou de l'Europe et on n'a pas beaucoup parlé encore du monde. Et donc la question du planétaire, enfin la question du climat est aussi une question planétaire avec des priorités mondiale. Et évidemment, ce qui nous manque, c'est une stratégie mondiale, parce qu'on a découpé en quelque sorte la planète en 195 États. Or,
on voit bien qu'à l'échelle mondiale, le grand problème, c'est le charbon. Parce que le charbon, c'est ce qu'il y a de plus polluant et c'est ce qu'il y a de plus abondant et de moins cher. Et donc, il nous faudrait une stratégie mondiale pour en quelque sorte, remplacer les centrales à charbon par des centrales bas carbone, etc. Et donc, c'est ça la grande difficulté. Donc, l'obstacle, c'est d'abord cette division du monde en États, la grande difficulté à passer d'autant de contributions nationales à quelque chose que l'on fait ensemble et de collectif. C'est ça la grande difficulté, puisqu'on se heurte à ce moment-là à toutes les difficultés normales de la politique, de l'idéologie et aux inégalités mondiales. On a de très fortes inégalités mondiales et donc tant qu'on n'accepte pas de trouver des formes d'action collective où l'on s'entraide, on n'y arrivera pas. Brice, merci. Fabrice, vous avez tout à l'heure prononcé le mot résistance. Effectivement, quand on veut développer des pratiques qui sont pionnières, en général, et quel que soit le lieu où on se trouve, on se heurte à des résistances. Alors, comment ça se manifeste, ces résistances à des politiques climat pionnières pour le groupe Bouygues ? Ça sort, à partir du moment où, vous savez, c'est difficile de savoir quel goût ont les fraises tant qu'on n'y a pas goûté. Hein. Et quand on propose des produits en rupture, des bâtiments qui produisent plus de ressources qu'ils n'en consomment, des routes, maintenant, Wattway, Colas vient de sortir une route qui produit l'énergie solaire. Alors c'est vrai que quand on va aller voir les clients, alors voilà, avant vous vendez une route, maintenant on va vous vendre une route et en même temps une centrale solaire. On peut pas ignorer qu'il y ait du scepticisme, comment ça va marcher, comment ça va se réparer, comment ça va vieillir, c'est quoi la rentabilité, c'est quoi les contraintes. Donc c'est normal que les clients posent des questions sur ces nouveaux produits qui sont quand même très disruptifs par rapport à ce qu'on a vendu préalablement. Donc à nous de redoubler d'arguments, de rassurer nos clients, de les accompagner, de faire des démonstrateurs, de répondre à leurs questions et à leurs attentes, de manière à ce que faire en sorte que ces produits finissent par être acceptés et soient banalisés en quelque sorte. Oui, on n'en est pas encore tout à fait là. Ça dépend beaucoup de la maturité aussi de nos clients, de leur niveau de prise de conscience. Et c'est vrai, il y a des élus qui sont pleinement conscients de ça, mais il ne faut pas se beurrer les lunettes. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas complètement conscience de ces sujets. Éric Moulinier, quels sont les obstacles que vous constatez dans la mise en œuvre, dans le déploiement d'une politique climat ? Vous constatez également des résistances fortes au changement ? Alors, tout le contraire, mais notre métier, c'est la transition énergétique. Donc nous, nos clients nous demandent des économies et nous demandent de produire de l'énergie propre, le plus décarbonée possible. Donc si on ne suit pas ce mouvement, on est mort. Donc très concrètement, pour Dalkia, il n'y a pas de résistance interne à ces mouvements. Au mot de résistance, j'aime beaucoup le mot de résilience. Il ne faut pas oublier que l'évolution de l'environnement existe déjà, que l'objectif de plus de degrés, on va tout faire tous ensemble pour l'éviter, hein, mais qu'il y a quand même une adaptation au changement climatique. Et les entreprises doivent lutter contre le réchauffement climatique, mais doivent aussi avoir une stratégie d'adaptation pour le changement climatique. Des usines placées en bord de mer, on doit commencer à réfléchir dès maintenant à comment on va régler les problèmes si le niveau de mer augmente. S'il y a moins d'eau dans les fleuves, pour les centrales nucléaires, comment on fait ? Il y a des plans qui existent, EDF a déjà travaillé sur ces sujets-là. Donc voilà, résistance, non pour Dalkia, mais résilience collective, oui, tous ensemble, pour s'adapter au monde qui change. Alors effectivement, j'aime beaucoup également ce mot de résilience parce qu'il est constructif, positif. Finalement, est-ce que si on prend un petit peu de recul et puis pour conclure notre débat, est-ce que vous avez l'impression, Yves Contasso, que que l'on soit un État, une région, une ville, une entreprise, eh bien la résilience est déjà en marche ? Avec un exemple ou deux qui vous a frappé. Oui, ça démarre évidemment parce qu'il y a une prise de conscience mondiale. C'est la première crise devant laquelle on est tous égaux à tous les niveaux. C'est-à-dire que le climat, il n'y a pas de frontières. Et donc, on est collectivement obligé de réussir. Et à partir du moment où on est tenu à cette solidarité mondiale, eh bien, chacun y contribue comme le colibri pour éteindre l'incendie. Et il y a plein de gens qui font plein de choses. Ça peut être des petites actions très locales. Quelle est l'action qui vous a le plus marqué, finalement, de résilience face au climat ? Il y en a 50, mais la première, c'est d'abord son comportement individuel, le gâchis individuel. On a environ 20 à 30% de notre consommation qu'on peut arrêter du jour au lendemain, avec 0 € d'investissement. Or ça, on a abandonné
toute cette communication sur ce gâchis. Et je pense que si déjà on arrivait à faire ça, on aurait fait un énorme pas. Il y a plein de... Nous, on le fait avec les familles à énergie positive. À Paris, on a tous les ans 200 à 300 familles qui s'engagent et qui baissent leur consommation sans rien investir. Eh bien, je crois que c'est comme ça aussi que très vite, on peut aller dans un chemin vertueux. Brice Lalonde, le mot résilience au sein du Global Compact, c'est vraiment un mot important. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques de résilience qui vous ont marqué? Oui, bien sûr, ça devient absolument indispensable partout. On a des exemples d'inondations terribles où beaucoup d'entreprises ont perdu leurs atouts, enfin leurs actifs, leurs entrepôts, etc. La sécheresse, c'est la même chose. Et donc, ce qui est très important, c'est que le carbone, c'est très important. L'eau, c'est très important aussi. La nourriture, la biodiversité. En fait, on est en train d'essayer progressivement d'apprendre à avoir la tête un peu moins au carré, de savoir un petit peu tout ce qui se passe, d'être à l'écoute du monde. Et ce mouvement de responsabilité des entreprises, je le trouve tout à fait passionnant. Il va de pair avec la prise de conscience des élus de la nécessité d'agir. Donc il y a quand même des tas de choses positives en ce moment. Et je partage avec Yves Contasso la petite résilience vélocipédique, hein, c'est toujours ça. Très bien, merci beaucoup. On le voit, instaurer une politique climat, c'est un exercice de long terme, c'est extrêmement compliqué, il faut se préparer à des obstacles, mais néanmoins, on peut espérer que la résilience va faire son travail. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à notre débat.